Anarchisme et franc-maçonnerie. À première vue, on pourrait croire que ce sont deux univers qui n'ont absolument rien à voir. Et pourtant, et si au fond ces deux mondes partageaient une quête commune, une quête secrète pour la liberté? C'est cette idée, assez déroutante, je dois dire, qu'on explore aujourd'hui. On va se baser sur une analyse qui bouscule pas mal d'idées reçues. Alors, attention, le voyage commence maintenant. Quand on entend le mot anarchie, l'image qui vient tout de suite, c'est le chaos, le désordre, la loi du plus fort, la pagaille totale. C'est un peu le cliché qu'on a tous en tête, mais est-ce que c'est vraiment ça? Et si cette image était en fait complètement fausse? Justement, le texte qui sert de base à notre réflexion nous invite à faire un pas de côté, à oublier cette vision du chaos. Il nous met au défi de penser autrement, avec une idée qui va nous guider tout du long. Et si la véritable nature de l'anarchie, ce n'était pas le désordre, mais au contraire, l'ordre? Alors, pour bien saisir ce lien pour le moins surprenant, la première chose à faire, c'est la plus importante. Il faut redéfinir ce qu'on entend vraiment par anarchie, bien au-delà des clichés. Et voilà, on est au cœur de l'argument. L'anarchie, selon cette perspective, ça ne veut pas dire pas de règles ou pas d'organisation, pas du tout. Ça veut dire pas de domination, pas de pouvoir d'une personne ou d'un groupe sur les autres. La nuance, elle est fondamentale, elle change tout. L'idée, du coup, elle est assez puissante. Un ordre social qui fonctionne n'a pas besoin d'être imposé par la force, par un pouvoir venu d'en haut. Bien au contraire, l'ordre le plus stable et le plus authentique, il naît de l'intérieur. Il apparaît quand chaque individu apprend à devenir son propre maître. Bon, une fois qu'on a bien en tête cette nouvelle définition de l'anarchie, un ordre sans domination, eh bien l'analyse nous emmène sur un terrain complètement inattendu. Elle nous présente un allié pour le moins surprenant. C'est là que ça devient vraiment original. Pour nous donner un exemple concret, pour nous montrer que cet ordre sans domination n'est pas juste une belle utopie, le document nous oriente vers la franc-maçonnerie. Oui, cette organisation discrète et vieille de plusieurs siècles. Et là, le parallèle est assez frappant. Le texte nous explique que ces deux courants, qui semblent si éloignés, partagent en fait un socle de valeurs communes, notamment un idéal de société sans hiérarchie verticale, où la liberté de chaque personne est la valeur la plus importante. La loge maçonnique est présentée ici comme une sorte de laboratoire de cette idée. C'est un microcosme où l'ordre ne vient pas d'un chef qui commande, mais de la fraternité, de l'acceptation volontaire de règles communes. La structure est horizontale, tout est basé sur l'échange, sur le partage de la parole. On a donc d'un côté l'anarchisme et de l'autre la franc-maçonnerie. On a bien compris que ce sont deux chemins très différents, mais comme on va le voir, ils pourraient bien mener au même endroit. Le point de convergence, le voilà. Malgré toutes leurs différences, ces deux voies sont engagées dans une même quête, celle de l'émancipation. Et au cœur de cette quête, on retrouve la même valeur fondamentale, la même pierre de voûte, la liberté. C'est là qu'on voit leur complémentarité. D'un côté, l'anarchisme, qui vise une émancipation politique, se libérer des structures de pouvoir qui nous sont extérieures. Et de l'autre, la franc-maçonnerie, qui se concentre sur une émancipation intérieure, sur le plan moral et spirituel. Et cette distinction, elle nous amène à une question absolument centrale, le vrai pivot de toute cette réflexion. Est-ce qu'il suffit de changer les lois, de renverser les gouvernements pour devenir véritablement libre? Alors, comment est-ce que ces deux chemins peuvent se rejoindre? C'est là que l'analyse nous livre sa conclusion la plus forte, sa vision de ce qu'est une véritable émancipation. Et la réponse du texte est sans appel, non, ça ne suffit pas. L'émancipation purement politique, même si elle est nécessaire, reste incomplète. Il lui manque une dimension essentielle, la transformation de l'individu. Cette citation, elle est au cœur du message, et elle est percutante. Il ne sert à rien de vouloir changer les structures si l'on demeure esclave de ses passions. Autrement dit, on peut bien changer le système, abolir toutes les tyrannies. Tout ça risque d'être inutile si les gens, eux, restent prisonniers de leurs propres démons. Le texte fait ici une distinction très subtile mais cruciale. Une révolution politique, ça peut créer un cadre, un environnement favorable à la liberté. Ça peut, disons, ouvrir la porte. Mais ça ne peut pas forcer les gens à passer cette porte. Ça ne suffit pas en soi à créer des êtres humains réellement libres. La solution proposée, c'est donc une sorte de fusion des deux. C'est le travail sur soi, cette quête de libération intérieure, qui vient donner tout son sens et toute sa puissance au combat politique. L'un nourrit l'autre en fait. Il s'agit de trouver une harmonie entre la libération personnelle et la libération collective. Finalement, la formule de la véritable émancipation pourrait être celle-ci, toute simple. La libération de soi plus la libération de tous. C'est l'addition des deux qui crée le tout,
L'un ne peut pas vraiment exister sans l'autre. Et on se quitte sur cette question, une question un peu vertigineuse qui ouvre la réflexion. Et si la seule vraie révolution, celle qui dure, celle qui change vraiment le monde, ne commençait pas dans la rue, mais à l'intérieur de chacun? C'est une pensée qui, je crois, mérite qu'on s'y attarde. Voilà pour cette analyse, merci de l'avoir suivie.